Ma famille a insisté pour que je donne mon bébé à ma sœur qui ne pouvait pas concevoir. Pense à sa douleur, a supplié ma mère. Tu es jeune, tu en auras d'autres, a raisonné mon père. Ma sœur a sangloté. C'est ma seule chance d'être mère. Quand j'ai dit non, ils ont engagé des avocats, prétendant que j'étais inapte. Ma réponse les a laissés blêmes. Je n'aurais jamais cru que ma propre famille essaierait de voler mon bébé. Mais me voilà, 23 ans, enceinte de 8 mois, et confrontée à la demande la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Angela, tu dois réfléchir à ça rationnellement, dit ma mère, Karen, assise en face de moi dans mon petit appartement. Ses mains étaient jointes sur ses genoux et sa voix avait ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait être raisonnable, mais qu'elle était en réalité complètement folle. Ma sœur, Jennifer, était assise à côté d'elle, les larmes coulant sur son visage. À 32 ans, elle essayait de concevoir depuis 7 ans avec son mari, Callum. De multiples cycles de FIV, des fausses couches et des adoptions ratées les avaient laissés dévastés et fauchés. Mais ce qu'il me demandait dépassait l'entendement. Tu ne comprends pas ce que c'est, sanglota Jennifer. Chaque mois, espérer et prier, pour ensuite avoir le cœur brisé à nouveau. C'est ma seule chance d'être mère, Angela. Tu es jeune. Tu auras d'autres bébés. Mon père, Robert, hocha gravement la tête depuis sa place près de la fenêtre. Ta sœur a traversé l'enfer, ma grande. Tu as toujours été la plus forte. Pense à sa douleur. Je les ai regardés, ma main se posant instinctivement sur mon ventre gonflé où ma fille, grandissait. Êtes-vous sérieusement en train de me demander de renoncer à mon bébé? Nous te demandons de penser à la famille, dit maman, la voix brisée. Jennifer peut tout donner à cet enfant. Un foyer stable, la sécurité financière, 2 parents qui désespèrent d'avoir un bébé depuis des années. C'est moi, le parent, dis-je, la voix s'élevant. C'est mon enfant. Mais tu n'es pas marié, intervint papa. Tu cumules 2 emplois juste pour te payer ce minuscule appartement. Le père n'est même pas dans le tableau. En quoi est-ce juste pour le bébé? J'étais tombée enceinte après une brève relation avec David, un gars que j'avais fréquenté pendant 3 mois avant qu'il ne décide que la paternité n'était pas pour lui et ne disparaisse. Oui, j'étais jeune et célibataire, mais j'avais passé des mois à me préparer pour ce bébé, lisant tous les livres sur la parentalité que je pouvais trouver, installant une chambre de bébé dans un coin de mon studio, et faisant des heures supplémentaires pour économiser de l'argent. Je peux subvenir aux besoins de ma fille, dis-je fermement. Avec quel argent, m'interrompit Jennifer, ses larmes s'arrêtant soudainement. Tu gagnes à peine plus que le salaire minimum. J'ai une maîtrise, une maison avec une chambre de bébé déjà prête, des comptes d'épargne. Callum gagne un salaire à 6 chiffres. Nous pouvons donner à ce bébé la vie qu'elle mérite. La façon dont elle a dit « ce bébé » au lieu de « ton bébé » m'a glacé le sang. Elle s'appelle Rory, dis-je doucement. Et elle reste avec moi. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de maman s'est décomposé et elle s'est mise à pleurer. Papa avait l'air déçu d'une manière qui me rappelait chaque erreur d'enfance que j'avais commise. Mais c'est l'expression de Jennifer qui m'a vraiment troublée, un calcul froid derrière ses larmes. Tu es égoïste, dit Jennifer, sa voix soudainement stable. Tu condamnes cet enfant à la pauvreté à cause de ton propre ego. Je garde ma fille parce qu'elle est mienne, ai-je répliqué. Cette conversation est terminée. S'il vous plaît, partez. Ils sont partis, mais pas avant que maman ne glisse un papier dans ma main. Pense-y, ma chérie. Pour nous tous. C'étaient les informations financières de Jennifer et Callum, des relevés bancaires, des fiches de paie, une évaluation immobilière de leur maison. Ils étaient venus préparer. Au cours des 2 semaines suivantes, la pression était incessante. Des appels téléphoniques tous les jours, des visites surprises, des SMS de membres de la famille élargie qui avaient été recrutés à leur cause. Ma tante Carole a appelé pour me parler des sacrifices de Jennifer. Mon cousin Mike m'a envoyé des articles sur les mères célibataires dans la pauvreté. Ma grand-mère, ma propre grand-mère, m'a dit que j'étais têtue et cruelle. Jennifer a commencé à se montrer à mon lieu de travail, un petit restaurant où je servais à table.
Elle s'asseyait dans ma section, commandait un café et parlait fort des vêtements de bébé qu'elle avait achetés, de la façon dont elle avait déjà installé un siège auto, des cours de parentalité qu'elle avait suivis. Ma patronne, Madame Chen, m'a demandé si tout allait bien à la maison. Des histoires de famille, avais-je répondu, sans savoir que ça allait devenir bien pire. Le point de rupture a été atteint quand j'ai trouvé Jennifer dans la buanderie de mon immeuble, en train de fouiller dans mes affaires. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» ai-je exigé. Elle a levé les yeux de l'endroit où elle pliait un petit body que j'avais acheté. « Ils sont si petits, dit-elle avec nostalgie. Je voulais juste aider avec les vêtements de bébé pour me sentir connectée. Tu as forcé l'entrée de ma buanderie. La porte n'était pas verrouillée, dit-elle, ce qui était un mensonge. Angela, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je paierai pour tout. Tes factures médicales, tes frais de subsistance, tout ce dont tu as besoin. Laisse-moi juste l'élever. Sors, dis-je. Maintenant. Elle s'est levée lentement, tenant toujours le body. Tu fais une erreur. Ce bébé mérite mieux que ce que tu peux lui offrir. Ce bébé est ma fille, et tu dois rester loin de nous. Le masque de Jennifer est tombé un instant, et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé, un regard de pur sentiment de droit, comme si Rory lui appartenait déjà. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures. À 38 semaines de grossesse, j'étais épuisée, enflée et prête à rencontrer ma fille. Ce à quoi je n'étais pas prête, c'était la lettre recommandée qui est arrivée un mardi matin. À l'intérieur se trouvait un document juridique qui a fait trembler mes mains, une requête en garde d'urgence déposée par Jennifer et Callum Thompson, affirmant que j'étais une mère inapte et que le bien-être de mon enfant à naître était en danger. Les allégations étaient brutales. La mère manque d'un logement adéquat pour un enfant. L'emploi de la mère est instable et insuffisant pour subvenir aux besoins de base. La mère a montré des signes d'instabilité mentale et un comportement erratique. La mère n'a aucun système de soutien et a refusé une aide raisonnable de la part de sa famille. Le père biologique a abandonné l'enfant, ce qui indique un mauvais jugement dans le choix du partenaire. En bas se trouvait l'entête du cabinet d'avocats, Jameson, Klein & Associates, l'un des cabinets de droit de la famille les plus chers de la ville. J'ai appelé le numéro sur la lettre avec des doigts tremblants. Nous représentons M et Madame Thompson dans cette affaire, dit la réceptionniste froidement. Ils demandent le placement d'urgence de l'enfant mineur dans un environnement familial plus adapté. Le bébé n'est même pas encore né. C'est pourquoi nous sommes proactifs. Monsieur Jameson aimerait organiser une réunion avec vous pour discuter d'un abandon volontaire des droits parentaux. Ce serait beaucoup plus facile pour toutes les personnes concernées. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé tous les avocats que j'ai pu trouver. Les réponses étaient toutes les mêmes. J'avais besoin d'une avance d'au moins $5 000. La plupart voulaient plus et tout le monde était complet pour le mois suivant. Un avocat a été assez honnête pour me dire qu'affronter le cabinet Jameson, Klein & Associates nécessiterait des ressources importantes que je n'avais clairement pas. Ce soir-là, mes parents se sont présentés à ma porte avec Jennifer et Callum. « Nous devons parler, dit papa. À propos de votre procès contre moi ? Il n'y a rien à discuter. Ça n'a pas à être un procès, parla Callum pour la première fois. C'était un homme grand et mince avec des cheveux parfaitement coiffés et un costume cher. Nous sommes prêts à ce que cela en vaille la peine pour vous. Il m'a tendu un chèque. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu le montant, $50 000. Ce n'est qu'un début, a-t-il poursuivi. Nous paierons toutes vos dépenses médicales, vous donnerons de l'argent pour un nouvel appartement, vous aiderons à vous remettre sur pied. Tout ce que vous avez à faire, c'est de signer les papiers. Vous essayez d'acheter mon bébé. Nous essayons d'aider tout le monde, dit Jennifer. Tu obtiens la sécurité financière. Rory obtient une vraie famille. Et nous devenons enfin parents. C'est parfait. Sortez de mon appartement. Tous. Maman s'est avancée. Angela, ma chérie, sois raisonnable. Tu ne peux pas te battre contre ça. Ils ont des avocats, de l'argent, des relations. Tu n'as rien. Ne te lance pas dans une bataille juridique que tu ne peux pas gagner. Je me battrai quand même.
Papa secoua tristement la tête. Alors tu perdras tout, y compris Rory. Au moins, de cette façon, tu en retires quelque chose. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé d'occasion et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Ils avaient raison sur une chose. Je ne pouvais pas me permettre de mener cette bataille. Mais hors de question que je leur livre ma fille. Le désespoir m'a conduite à l'aide juridique, où j'ai rencontré Maria Santos, une femme d'une quarantaine d'années à l'air fatiguée qui travaillait dans un bureau exigu rempli de piles de dossiers. Je vais être honnête avec vous, dit-elle après avoir examiné mon cas. Ça va être difficile. Les Thompson ont une artillerie juridique impressionnante, et leurs affirmations ne sont pas entièrement sans fondement. Je ne suis pas une mère inapte. Vous êtes jeune, célibataire et en difficulté financière. Aux yeux du tribunal, ce n'est pas automatiquement disqualifiant, mais ce n'est pas non plus idéal. Cependant, elle se pencha en avant. Il y a des choses dans ce cas qui me dérangent. Comme quoi ? Comme le fait qu'ils aient déposé la requête avant même la naissance du bébé. Comme la façon dont ils vous ont harcelé, comme leur tentative évidente d'acheter vos droits parentaux. Elle a sorti un bloc-notes. Racontez-moi tout depuis le début. J'ai passé 2 heures à détailler chaque conversation, chaque visite, chaque SMS. Maria a pris des notes attentivement. Avez-vous une trace de tout ça ? Une partie. Des SMS. Le chèque qu'ils m'ont donné. Des photos de Jennifer en train de fouiller dans ma lessive. Les sourcils de Maria se sont levés. Des photos ? J'ai pris des photos quand je l'ai trouvée dans la buanderie. J'ai trouvé bizarre qu'elle fouille dans mes vêtements de bébé. Angela, ça pourrait être énorme. Qu'avez-vous d'autre ? Je lui ai tout montré. Des captures d'écran de SMS de membres de la famille me faisant pression, un enregistrement que j'avais fait sur mon téléphone lors d'une des visites de Jennifer au restaurant, même les documents financiers que ma mère m'avait donnés. Ils sont vraiment venus préparer, marmonna Maria en parcourant les relevés bancaires. Mais vous aussi, apparemment. Elle leva les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Vous avez documenté leur harcèlement sans même le savoir. Est-ce que c'est suffisant ? C'est un début. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Même si nous gagnons cette bataille pour la garde, votre relation avec votre famille sera définitivement endommagée. J'ai posé ma main sur mon ventre, sentant Rory bouger à l'intérieur. Ils l'ont brisé au moment où ils ont essayé de me prendre ma fille. Rory Grace Morrison est née un jeudi pluvieux à 3h47 du matin. Pesant un peu plus de 3,2 kg, elle était parfaite. De minuscules doigts qui serraient les miens avec une force surprenante, des cheveux sombres comme ceux de son père, et des yeux qui semblaient tout absorber autour d'elle. J'avais pris des dispositions pour que la sécurité de l'hôpital tienne ma famille à l'écart, mais d'une manière ou d'une autre, Jennifer a appris la naissance et s'est quand même présentée. Je veux juste rencontrer ma nièce, a-t-elle supplié l'infirmière à l'accueil de la maternité. À travers la porte de ma chambre d'hôpital, j'entendais la conversation. Je suis désolée, mais la mère a spécifiquement demandé que vous n'ayez pas accès. C'est de la folie, la voix de Jennifer s'est élevée. C'est le bébé de ma sœur là-dedans. La voix de l'infirmière est restée calme, mais ferme. Madame, je vais devoir vous demander de partir, sinon j'appellerai la sécurité. 1 heure plus tard, mes parents sont arrivés. Maman pleurait avant même de m'avoir vue. S'il te plaît, Angela, a-t-elle supplié à travers la porte entr'ouverte. Laisse-nous rencontrer notre petite fille. C'est allé trop loin. Vous auriez dû y penser avant d'engager des avocats pour me la prendre. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour Rory, c'est d'être avec sa mère. Ce qui est le mieux pour moi, c'est une famille qui me soutient au lieu d'essayer de voler mon bébé. Papa avait l'air fatigué et plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est allé aussi loin, et maintenant vous devez vivre avec les conséquences. Ils sont partis sans avoir rencontré Rory, et j'ai passé les 2 jours suivants à l'hôpital, créant des liens avec ma fille, apprenant à allaiter et m'émerveillant devant le minuscule être humain que j'avais créé. L'audience de garde provisoire était prévue pour les 3 semaines de Rory.
J'étais assise dans la salle d'audience avec Maria, tenant ma fille endormie, tandis que de l'autre côté de l'allée, Jennifer et Callum étaient flanqués de 3 avocats en costume coûteux. La juge Patricia Williams était une femme sévère d'une 60aine d'années qui avait tout vu au tribunal de la famille. Elle a examiné les documents avec une attention minutieuse avant de lever les yeux sur les 2 parties. C'est très inhabituel, commença-t-elle. Nous sommes ici aujourd'hui parce que les requérants affirment que cet enfant est en danger avec sa mère biologique et devrait être placé sous leur garde. Madame Morrison, je comprends que vous vous opposez à cette requête. Oui, votre honneur. Ma fille a sa place avec moi. Monsieur Jameson, présentez votre cas. L'avocat principal de Jennifer était un homme soigné qui parlait avec une autorité bien rodée. Votre honneur, bien que nous compatissions avec le désir de Madame Morrison d'élever son enfant, la réalité est qu'elle ne peut pas fournir un environnement stable et sécurisé. Elle vit dans un studio à peine assez grand pour une personne, occupe des emplois au salaire minimum sans avantages sociaux, et n'a aucun soutien familial en raison de son comportement déraisonnable. Il a présenté des preuves, des photos de mon petit appartement, mes dossiers d'emploi, des relevés bancaires montrant mes économies limitées. De plus, a-t-il poursuivi, Madame Morrison a affiché un comportement préoccupant, notamment de la paranoïa et de l'hostilité envers les membres de sa famille qui ne veulent que l'aider. Mes clients, d'un autre côté, peuvent fournir tout ce dont cet enfant a besoin, sécurité financière, un foyer aimant et des parents qui se préparent pour ce moment depuis des années. Quand ce fut le tour de Maria, elle se leva avec une confiance tranquille. Votre honneur, ce que nous avons ici n'est pas un cas de mère inapte, mais un cas de tentative de coercition et de harcèlement. Madame Morrison est une jeune femme de 23 ans qui s'est préparée de manière responsable à la maternité, a maintenu un emploi stable et a trouvé un logement approprié pour elle et son enfant. Elle a sorti son dossier de preuves. Ce que les requérants ne vous ont pas dit, c'est qu'ils ont passé des mois à faire pression, à harceler et à tenter de contraindre Madame Morrison à renoncer à ses droits parentaux. Maria a présenté les SMS, l'enregistrement du restaurant, les photos de Jennifer fouillant dans ma lessive, et le plus accablant de tous, le chèque de 50 000 $. Il ne s'agit pas de l'intérêt supérieur de l'enfant, a conclu Maria. Il s'agit d'adultes qui croient que l'argent et le désespoir leur donnent le droit de prendre le bébé d'une autre femme. La juge Williams a étudié les preuves pendant plusieurs longues minutes. Rory s'est agité dans mes bras, émettant de petits sons qui me serraient le cœur d'un amour protecteur. J'ordonne une enquête complète, a finalement déclaré la juge. Les services sociaux mèneront une étude de milieu dans les 2 foyers et un tuteur ad litem sera nommé pour représenter les intérêts de l'enfant. En attendant, l'enfant restera avec sa mère biologique. C'était une petite victoire, mais je pouvais voir la fureur dans les yeux de Jennifer alors que nous quittions la salle d'audience. L'assistante sociale, Janet Patterson, était une femme pragmatique qui faisait des études de milieu depuis 15 ans. Elle a visité mon appartement un mardi matin, prenant des notes en regardant mon studio. C'est petit, a-t-elle observé. Mais c'est propre, sûr et il y a tout ce dont Rory a besoin, ai-je répondu, lui montrant le coin que j'avais aménagé en chambre de bébé, berceau, table à langer, fauteuil à bascule et étagère remplie de couches, de vêtements et de jouets. Janet a regardé pendant que je nourrissais Rory, la changeais et jouais avec elle. Elle m'a posé des questions sur mon horaire de travail, mes projets de garde d'enfants, mon système de soutien. Je sais que ma situation familiale est compliquée en ce moment, ai-je admis, mais j'ai des amis qui m'aident. Ma propriétaire, Madame Rodriguez, adore Rory et j'ai arrangé mon horaire de travail en fonction des besoins de Rory. Et le père? David n'est pas impliqué, par son choix, mais Rory et moi nous en sortons très bien toutes seules. Janet a passé 2 heures avec nous, et je me sentais prudemment optimiste quand elle est partie. 3 jours plus tard, elle a visité la maison de Jennifer et Callum, une maison coloniale de 4 chambres dans un quartier huppé avec une chambre de bébé entièrement décorée qui attendait depuis des années. Je n'ai appris les conclusions de Janet que lorsque Maria m'a appelé une semaine plus tard. Le rapport de l'assistante sociale est intéressant, a dit Maria. Votre domicile a été décrit comme modeste mais adéquat, avec des preuves claires d'une préparation appropriée pour l'enfant.
Rory a été noté comme étant en bonne santé, alerte et clairement attaché à sa mère. Ça a l'air bien. Ça l'est, mais il y a plus. Janet a eu quelques inquiétudes concernant les Thompson. Quel genre d'inquiétudes? Apparemment, Jennifer a montré des signes de ce que Janet a appelé un attachement préoccupant à un enfant qui n'est pas le sien. Elle n'arrêtait pas de parler de Rory comme de « mon bébé » et de « ma fille ». Quand Janet l'a corrigée, Jennifer est devenue défensive et argumentative. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quoi d'autre? Callum était moins impliqué, mais il a fait plusieurs commentaires sur leur investissement dans cette situation et sur le fait qu'ils avaient dépensé trop d'argent pour abandonner maintenant. Janet a noté que leur motivation semblait plus être d'obtenir un bébé, n'importe quel bébé, que de s'inquiéter du bien-être spécifique de Rory. Alors, que se passe-t-il maintenant? Le tuteur ad litem doit encore soumettre son rapport, puis nous aurons l'audience finale. Mais Angela, je pense que nous pourrions bien gagner. Jennifer et Callum n'allaient pas se laisser faire sans se battre. Au cours des semaines suivantes, ils ont intensifié leur tactique d'une manière qui m'a rendue reconnaissante d'avoir tout documenté. Ils ont engagé un détective privé qui me suivait au travail, à l'épicerie, au rendez-vous chez le pédiatre de Rory. Ils ont commencé à appeler mes employeurs, se faisant passer pour des membres de la famille inquiets, rapportant que je négligeais mon enfant. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont essayé de me faire expulser en appelant mon propriétaire et en faisant de fausses déclarations sur le bruit et les dommages à l'appartement. Mais leur plus grande erreur a été d'approcher directement mes amis et collègues. Madame Chen, ai-je dit à ma patronne après mon service un soir, je dois vous dire quelque chose sur ce qui se passe. Madame Chen a écouté pendant que j'expliquais la bataille pour la garde, le harcèlement de Jennifer et le détective privé qui m'avait photographié au travail. Cette femme est venue à mon restaurant hier, a dit Madame Chen pensivement. Elle a dit qu'elle était votre sœur, a posé beaucoup de questions sur vous et le bébé. Elle voulait savoir si vous sembliez fatigué, si vous ameniez le bébé au travail, si vous parliez d'être dépassé. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Madame Chen a souri. Je lui ai dit, vous êtes l'une de mes meilleures employées, toujours à l'heure, bonne avec les clients, responsable. Je lui ai aussi dit que dans mon pays, nous respectons les mères qui travaillent dur pour leurs enfants. Son expression s'est durcie. Je n'ai pas aimé cette femme. Elle avait une mauvaise énergie. Des conversations similaires ont eu lieu avec mes autres employeurs, mes voisins, même la caissière de l'épicerie où je faisais régulièrement mes courses. L'enquête de Jennifer et Callum était si évidente et intrusive qu'elle se retournait spectaculairement contre eux. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue quand ils ont approché le pédiatre de Rory. La docteure Rebecca Chang m'a appelé immédiatement après leur visite. Angela, je veux que vous sachiez qu'un couple se prétendant les tuteurs de Rory est venu à mon bureau aujourd'hui pour exiger de voir son dossier médical. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit que les seuls tuteurs autorisés de Rory, c'est vous et toute personne que vous avez spécifiquement désignée, ce qu'ils ne sont pas. Ils sont devenus très agités et ont affirmé qu'ils cherchaient à obtenir la garde. La femme, Jennifer, a même exigé que j'écrive un rapport indiquant que Rory montrait des signes de négligence ou de mauvais soins. Oh mon Dieu! J'ai refusé, bien sûr. Rory est un bébé en parfaite santé et bien soigné. Mais Angela, ces gens sont désespérés, et les gens désespérés peuvent être dangereux. Vous devez être prudente. Cette nuit-là, j'ai appelé Maria avec le rapport du docteur Chang. Ils creusent leur propre tombe, a dit Maria avec satisfaction. Tentez d'accéder au dossier médical d'un enfant sans autorisation, harceler vos employeurs, vous faire suivre. Tout cela va dans notre dossier. Le juge ne va pas apprécier leur tactique. La percée est venue d'une source inattendue, le propre frère de Callum, Daniel Thompson. Il m'a appelé un jeudi soir alors que je donnais son bain à Rory. Est-ce bien Angela Morrison? Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Daniel Thompson. Callum Thompson est mon frère. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Si vous appelez pour me convaincre, moi aussi. J'appelle pour m'excuser, m'interrompit-il. Et pour vous avertir.
J'ai soulevé Rory hors du bain avec précaution et l'ai enveloppé dans une serviette avant de m'asseoir. Je ne comprends pas. Mon frère et Jennifer, ils ne gèrent pas bien cette situation. Jennifer est obsédée par l'idée d'avoir un bébé depuis des années, mais ces derniers mois, c'est devenu effrayant. Elle achète des vêtements et des meubles pour bébé, parle de sa fille Rory comme si vous n'existiez pas. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Que voulez-vous dire par effrayant? Elle s'est convaincue que vous n'êtes qu'une mère porteuse, que Rory était destinée à être la sienne. Elle a parlé de déposer de faux signalements à la protection de l'enfance, prétendant que vous vous droguez. Même. Il a fait une pause. Même quoi? Même de prendre Rory pendant que vous êtes au travail. Callum a dû cacher ses clés de voiture la semaine dernière parce qu'elle prévoyait d'aller à votre appartement. Je me suis sentie mal. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai une fille moi-même et ce qu'ils font est mal. Aussi, parce que je pense que vous devriez savoir qu'ils n'arrêteront pas, même s'ils perdent au tribunal. Jennifer s'est convaincue que le système est corrompu. Que vous avez en quelque sorte lavé le cerveau de tout le monde contre elle. Que dois-je faire? Documentez tout ce que je viens de vous dire et soyez prudente. J'aime mon frère, mais il est si désespéré de rendre Jennifer heureuse qu'il a perdu toute perspective. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Maria et lui ai raconté la conversation. Elle est restée silencieuse un long moment. Angela, je pense que nous devons impliquer la police. Cela a dépassé le harcèlement pour devenir du harcèlement criminel potentiel et des menaces. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte à la police. L'agent Martinez a pris ma déposition et a examiné tous mes documents avec une préoccupation croissante. C'est un schéma clair d'escalade du comportement, a-t-il dit. Nous ne pouvons arrêter personne sur la base de ce que le frère vous a dit, mais nous pouvons augmenter les patrouilles dans votre quartier et établir une trace écrite au cas où les choses s'aggraveraient. Ce soir-là, j'ai remarqué une voiture garée en face de mon immeuble avec Jennifer assise à l'intérieur, regardant simplement mes fenêtres. Quand j'ai appelé la police, elle est partie en voiture avant leur arrivée, mais l'agent Martinez a déposé un autre rapport. Elle teste les limites, m'a-t-il dit. Ce comportement s'intensifie souvent avant les grandes dates d'audience. Y a-t-il un autre endroit où vous pourriez rester? J'ai secoué la tête. C'est ma maison. Je ne devrais pas avoir à me cacher de ma propre famille. Mais cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant à chaque bruit dans le couloir. La salle d'audience était bondée pour l'audience de garde finale. Mes parents étaient assis derrière Jennifer et Callum, tandis que mes quelques partisans Madame Chen, ma voisine Madame Rodriguez et la Dr Chang étaient assis derrière Maria et moi. La tutrice ad litem, Susan Walsh, a présenté son rapport en premier. C'était une femme calme et professionnelle qui avait passé des semaines à enquêter sur les deux foyers. Votre honneur, après une enquête approfondie. Je constate que Rory Morrison est un nourrisson en bonne santé et bien soigné qui a formé des liens d'attachement appropriés avec sa mère biologique. Madame Morrison a fait preuve de compétences parentales compétentes et a fourni des soins adéquats malgré des ressources financières limitées. Elle a fait une pause, consultant ses notes. Cependant, j'ai de sérieuses préoccupations concernant le comportement des requérants tout au long de ce processus. Leurs actions suggèrent une obsession malsaine pour l'obtention de cet enfant spécifique plutôt qu'une véritable préoccupation pour son bien-être. L'avocat de Jennifer s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Les opinions personnelles de la tutrice sur les motivations de mes clients sont exactement ce que je lui ai demandé d'évaluer, a déclaré fermement la juge Williams. Asseyez-vous, monsieur Jameson. Continuez, madame Walsh. Les requérants se sont livrés à un harcèlement systématique de la mère biologique. Ont tenté d'accéder au dossier médical de l'enfant sans autorisation et ont fait des déclarations suggérant qu'ils considèrent cet enfant comme leur propriété plutôt que de la reconnaître comme un individu avec ses propres droits et besoins. Maria s'est levée pour notre présentation. Votre honneur, nous avons des preuves supplémentaires qui sont apparues depuis notre dernière audience. Elle a présenté la déclaration de Daniel Thompson, les rapports de police, la documentation du détective privé et les déclarations de mes employeurs et du pédiatre de Rory. Ce que nous voyons ici,
C'est un schéma d'escalade du comportement qui soulève de sérieuses questions sur le jugement et la stabilité émotionnelle des requérants. Il ne s'agit pas de fournir un meilleur foyer à cet enfant. Il s'agit de deux adultes qui croient que leur désir d'avoir un bébé leur donne le droit d'en prendre un à sa mère. La présentation de Monsieur Jameson était désespérée et de plus en plus agressive. Il a attaqué mon âge, ma situation financière, mon statut de célibataire et mon refus de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais quand Jennifer a pris la barre des témoins, tout s'est effondré pour eux. Madame Thompson, a dit Maria lors du contre-interrogatoire, vous avez parlé de Rory comme de votre fille à plusieurs reprises au cours de ce processus. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Je me sens tellement connectée à elle. Je me prépare pour elle depuis si longtemps. Mais elle n'est pas votre fille, n'est-ce pas? Le sang-froid de Jennifer s'est fissuré. Elle devrait l'être. Je peux tout lui donner. Angela n'apprécie pas ce qu'elle a. Elle ne comprend pas la chance qu'elle a, la chance d'être mère de son propre enfant. La chance de tomber enceinte si facilement, la voix de Jennifer s'est élevée. Savez-vous ce que j'ai traversé? Les procédures, les médicaments, la déception mois après mois, et elle tombe enceinte par accident et ne veut même pas d'aide. Madame Thompson, la mère de Rory a-t-elle déjà dit qu'elle ne voulait pas être mère? Jennifer a hésité. Eh bien, non. Mais l'a-t-elle déjà négligée de quelque manière que ce soit? Pas exactement. Mais a-t-elle déjà indiqué qu'elle serait prête à renoncer à ses droits parentaux? Elle est têtue et égoïste. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. A-t-elle déjà indiqué sa volonté de renoncer à sa fille? Non, a murmuré Jennifer. Maria s'est tournée vers la juge. Votre honneur, je pense que Madame Thompson a plaidé notre cause mieux que nous n'aurions jamais pu le faire. La juge Williams a pris une courte pause avant de rendre sa décision. J'étais assise dans le couloir avec Rory dans mes bras, essayant de rester calme tandis que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Quand nous sommes retournés dans la salle d'audience, la juge Williams avait l'air fatiguée mais déterminée. Je suis juge au tribunal de la famille depuis 18 ans, commença-t-elle. Et j'ai vu de nombreux cas difficiles concernant la garde d'enfants, mais j'ai rarement vu un cas où les motifs des requérants étaient si clairement contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Jennifer s'est mise à pleurer immédiatement. Madame Morrison, a poursuivi la juge, vous êtes jeune et vos ressources financières sont limitées. Dans d'autres circonstances, ces facteurs pourraient me faire hésiter. Cependant, vous avez fait preuve de compétences parentales compétentes? D'un lien approprié avec votre enfant et d'une préparation responsable à la maternité. J'ai retenu mon souffle. Plus important encore, vous avez montré un amour et une préoccupation sincère pour le bien-être de votre fille plutôt que de la considérer comme un objet à acquérir. Mais Madame Thompson, bien que je compatisse à vos difficultés liées à l'infertilité, votre comportement tout au long de ce processus a été profondément préoccupant. La voix de la juge s'est durcie. Tenter de contraindre une jeune mère à renoncer à son enfant, le harcèlement criminel. Les tentatives non autorisées d'accéder aux dossiers médicaux et l'attitude claire selon laquelle cet enfant vous appartient d'une manière ou d'une autre démontrent un manque fondamental de respect à la fois pour la loi et pour les intérêts réels de cet enfant. Jennifer sanglotait maintenant tandis que Callum restait de marbre. La requête en garde est rejetée. Rory Morrison restera sous la garde de sa mère biologique, Angela Morrison. De plus, j'émets une ordonnance restrictive empêchant les requérants de contacter Madame Morrison ou sa fille, sauf par l'intermédiaire d'un conseil juridique. Le marteau est tombé avec finalité. Dans le parking après l'audience, mes parents m'ont approché une dernière fois. Angela, dit maman, la voix brisée. Nous n'avons jamais voulu que cela se produise. Nous voulions juste aider Jennifer. En essayant de prendre ma fille? Papa avait l'air plus vieux que jamais. Nous pensions que ce serait mieux pour tout le monde. Jennifer était si désespérée et tu semblais si jeune. J'étais jeune. Je n'étais pas incompétente. Peux-tu nous pardonner un jour, a demandé maman. J'ai baissé les yeux sur Rory, qui dormait paisiblement dans son siège auto, inconsciente du drame qui avait entouré ses premiers mois de vie.
Peut-être un jour, ai-je dit honnêtement. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ma fille et reconstruire ma vie sans les gens qui pensent avoir le droit de décider ce qui est le mieux pour nous. Jennifer et Callum sont passés en voiture pendant que nous parlions. Jennifer pleurait toujours, et à travers la vitre, je pouvais la voir regarder Rory avec une expression de pur désir qui m'a rendue reconnaissante pour l'ordonnance restrictive. Cette nuit-là, seule dans mon appartement avec Rory, je me suis enfin autorisée à pleurer, non pas de tristesse, mais de soulagement et d'épuisement. Nous avions gagné, mais la victoire avait un goût doux amer. J'avais perdu ma famille, mais j'avais sauvé ma fille. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur la construction d'une nouvelle vie pour Rory et moi. Madame Chen m'a promue directrice adjointe du restaurant, ce qui s'accompagnait d'un meilleur salaire et d'une assurance maladie. Je me suis inscrite à des cours du soir pour terminer mon diplôme, avec Madame Rodriguez gardant Rory pendant que j'étais en classe. L'ordonnance restrictive a tenu. Jennifer et Callum n'ont fait aucune autre tentative pour nous contacter, bien que j'ai parfois entendu par des connaissances communes que Jennifer suivait une thérapie et que leur mariage était en difficulté sous le stress de leur bataille pour la garde ratée. Mes parents ont fait quelques tentatives pour me contacter. Des cartes pour le premier anniversaire de Rory, des cadeaux de Noël laissés chez Madame Rodriguez, des SMS demandant des nouvelles de la santé de Rory. Je n'étais pas prête à répondre à la plupart d'entre eux, mais je n'ai pas non plus jeté les cadeaux. La vraie surprise est venue 6 mois après l'affaire judiciaire, lorsque Daniel Thompson m'a appelé à nouveau. « Je voulais que tu saches que Callum et Jennifer divorcent, a-t-il dit. J'ai ressenti un pincement de tristesse malgré tout. Je suis désolée de l'apprendre. Jennifer suit une thérapie intensive. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée pour ce qu'elle t'a fait subir. Elle sait maintenant que ce qu'elle a fait était mal. J'apprécie. Il y a autre chose. Jennifer voulait que tu saches qu'elle et Callum ont dépensé près de 80 000 $ dans cette bataille pour la garde. Les frais d'avocat, les détectives privés, tout ça. Ça a anéanti leurs économies. Je suis restée silencieuse un moment. Je ne peux pas dire que je suis surprise. Le truc, c'est qu'ils auraient pu utiliser cet argent pour une adoption, pour plus de traitements de fertilité, pour une thérapie pour gérer leurs problèmes. Au lieu de ça, ils l'ont dépensé en essayant de prendre ton bébé. Après cet appel, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la pitié pour Jennifer. Son désespoir lui avait coûté non seulement de l'argent, mais aussi son mariage, sa relation avec sa famille et probablement sa santé mentale. Quand Rory a eu 18 mois, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai écrit une lettre à mes parents. Maman et papa, je sais que cela peut être un choc, mais j'ai beaucoup réfléchi au pardon et à la famille ces derniers temps. Ce que vous avez fait était mal, profondément, fondamentalement mal. Vous avez essayé de me prendre ma fille, soutenu la revendication de quelqu'un d'autre sur elle. Et participé à une campagne de harcèlement qui aurait pu détruire nos 2 vies. Mais je sais aussi que vous avez agi par amour mal avisé pour Jennifer. Et je crois que vous pensiez sincèrement aider. Vous aviez tort, mais vos intentions n'étaient pas malveillantes. Rory s'épanouit. Elle marche. Dit quelques mots et a le rire le plus contagieux que vous ayez jamais entendu. Elle mérite de connaître ses grands-parents. Si vous êtes prêt à respecter les limites et à reconnaître que je suis sa mère et la seule personne qui a le droit de prendre des décisions concernant sa vie. Si vous voulez rencontrer votre petite fille, vous pouvez venir dîner dimanche prochain. Mais je dois être claire. Toute tentative de saper mon rôle de parent, toute suggestion que Rory serait mieux avec quelqu'un d'autre, tout contact avec Jennifer à propos de Rory. Et vous ne nous reverrez jamais. Le choix vous appartient. Angela. Ils sont venus dîner. Papa a pleuré quand il a tenu Rory pour la première fois, et maman n'a cessé de s'excuser jusqu'à ce que je lui demande d'arrêter. C'était gênant, émouvant et compliqué, mais c'était un début. Jennifer ne m'a jamais contacté directement, mais j'ai appris par Daniel qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes et qu'elle envisageait de devenir famille d'accueil pour des enfants plus âgés qui avaient besoin de foyers temporaires. 2 ans plus tard, j'ai obtenu ma licence en administration des affaires. Rory, maintenant âgée de 3 ans, était assise dans le public avec mes parents,
Madame Chen, Madame Rodriguez et mon nouveau petit ami, Alex, un homme gentil et stable qui aimait Rory comme si elle était sa propre fille. Après la cérémonie, alors que nous prenions des photos, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu l'annonce de ta remise de diplôme dans le journal. Félicitations. Tu avais raison. La place de Rory est avec toi. J'espère que vous pourrez toutes les deux être heureuses. J'ai montré le SMS à Alex, qui l'a lu pensivement. Tu vas répondre? J'ai regardé Rory, qui courait après des bulles de savon que Madame Rodriguez soufflait, riant de pure joie. Elle était en bonne santé, heureuse, confiante et sûre de savoir qu'elle était aimée inconditionnellement par les personnes qui comptaient. Non, ai-je dit. Je pense que nous avons tous assez parlé. 6 mois plus tard, j'ai ouvert mon propre petit restaurant avec Madame Chen comme partenaire commercial. Nous l'avons appelé la cuisine de Rory, et oui, ma fille de 3 ans était notre inspiration et notre mascotte non officielle. Le jour de l'ouverture, j'ai trouvé une enveloppe qui avait été glissée sous la porte. À l'intérieur se trouvait une carte avec un message simple, te souhaitant succès et bonheur. Tu l'as mérité. Tes parents. Il y avait aussi un chèque de banque de 16 000 $, exactement un cinquième de ce que Jennifer et Callum avaient dépensé pour essayer de me prendre Rory. J'ai encadré la carte et mis le chèque sur le compte d'épargne-études de Rory. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas avoir pris l'argent que Jennifer et Callum avaient initialement offert, si je me demande parfois ce qu'aurait été la vie de Rory avec eux, si je pense avoir fait le bon choix. La réponse est simple. Je regarde ma fille, Rory, brillante, drôle, compatissante, et je sais avec une certitude absolue qu'elle est exactement là où elle doit être. Elle est mienne. Non pas parce que je peux lui offrir les choses les plus chères ou la plus grande maison, mais parce que je suis sa mère. Parce que je l'ai portée, mise au monde et choisie chaque jour depuis. Jennifer avait tort sur une chose. Rory n'était pas sa seule chance d'être mère. Mais Rory n'a jamais été la chance de Jennifer. Elle était la mienne. Rory est entrée en maternelle cet automne. Une petite fille de 5 ans confiante qui sait qu'elle est profondément aimée. Elle appelle Alex, papa Alex et notre fils de 6 mois, James, son petit frère bébé. Nous prévoyons notre mariage pour le printemps prochain. Le restaurant est florissant et j'ai pu acheter une maison. Rien d'extraordinaire, mais elle a un jardin où les enfants peuvent jouer et assez de chambres pour tout le monde. Ma relation avec mes parents est bonne maintenant, construite sur le respect mutuel et des limites claires. Ce sont des grands-parents merveilleux qui ne dépassent jamais les bornes, et Rory les adore. J'ai appris par Daniel que Jennifer est effectivement devenue famille d'accueil et a fourni des foyers temporaires à des dizaines d'enfants au fil des ans. Elle ne s'est jamais remariée, mais elle a trouvé sa façon d'aider les enfants qui avaient vraiment besoin d'elle. Je respecte cela. La semaine dernière, Rory m'a posé des questions sur la carte encadrée dans mon bureau. Celle de mes parents me souhaitant du succès. Pourquoi est-elle si spéciale, maman? Parce qu'elle me rappelle que parfois les gens font des erreurs, mais qu'ils peuvent en tirer des leçons et faire mieux. Comme quand j'ai cassé ta tasse préférée, mais que je t'ai aidé à nettoyer et que j'ai dit pardon. Exactement comme ça, ma chérie. Elle a hoché la tête sérieusement, puis s'est éclaircie. On peut faire des biscuits pour mamie et papy ce soir? Bien sûr qu'on peut. En la regardant s'éloigner en sautillant pour trouver son frère, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir ses ennemis. C'est de se construire une vie si belle que leurs tentatives de vous faire du mal deviennent sans importance. Rory et moi n'avons pas seulement survécu à leur attaque contre notre famille. Nous avons prospéré malgré elle, à cause d'elle et au-delà d'elle. Et ça, je pense, c'est la plus douce des victoires.